RTS. C'est la peur du regard des amis, la peur du regard des élèves dans ma classe, la peur de ceux qui ne me connaissent pas, de tout le monde en fait, de chaque personne qui me regarde, la peur de croiser la doyenne ou une autre personne de l'administration de l'école. Physiquement, c'est insoutenable, je tremble, j'ai de la peine à parler. Je sais pas, j'ai l'impression que sur le moment, je suis en train d'exploser. Je sais pas ce qui se passe, comme d'être dans un mauvais rêve, je me dis, j'ai envie de me réveiller, tout ça s'arrête. Bibou est dingue. Est-ce que vous êtes dingue ? Est-ce qu'on n'est pas tous plus ou moins dingues ? Dingue, c'est le podcast qui œuvre à la réduction, voire idéalement à l'élimination des préjugés qui entourent les troubles mentaux. La neurodiversité est une force de l'humanité, nous en sommes convaincus, mais vivre avec un trouble mental implique aussi parfois de la souffrance, et ça n'est pas un tabou dans ce podcast. Je m'appelle Adrien Zerbini, je suis journaliste scientifique, plus ou moins dingue, et mon parcours scolaire n'a franchement pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'on appelle généralement la phobie scolaire. Maintenant, on parle de plus en plus de refus scolaire anxieux. Pour faire simple, ce sont des enfants ou des adolescents qui n'arrivent plus à aller à l'école. Et c'est précisément ce qui est arrivé à celui qui nous a proposé, pour rester anonyme, de le nommer du nom de son chat, Bibou. J'ai 12 ans, on est en septembre 2017. C'est ma première rentrée au cycle d'orientation. Et quand je rentre à la maison, je vois ma mère et je lui demande « Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi ?» Moi, dans mon école primaire, on était 80. On avait une classe, une prof. Les profs, c'était presque comme des parents un peu. Ils s'occupaient de nous, ils étaient trop gentils. Puis là, on passait une école qui est immense, avec plein d'élèves, plein de profs, des salles à changer. En fait, c'est trop. C'est beaucoup trop. Puis en plus, il faut que je prenne le bus. Avant, j'avais pas besoin de prendre le bus. Il y a plein de choses qui font que, en fait, c'est pas comme avant. Puis j'y arrive pas, hein. C'est trop stressant. Tous les premiers mois de septembre jusqu'en février, j'essaie de lier des amitiés avec des personnes de ma classe. Ça se passe plus ou moins bien. Après, voilà, c'est la vie, j'ai envie de dire, mais ça a pas aidé non plus. J'ai eu des relations qui se sont mal passées. Puis vers mars, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, je me sentais pas bien physiquement. Je ressentais une douleur qui faisait que aller à l'école, j'arrivais pas. Là, en 1 minute, Bibou a déjà évoqué pas mal d'éléments assez typiques de ce refus scolaire. Déjà, l'âge. 12 ans, c'est le début de l'adolescence. C'est plus juste, on va jouer ensemble, on se court après. C'est un peu plus compliqué, on se parle après les cours, etc. Puis on a tous aussi les réseaux sociaux. On a tous des téléphones, on peut se parler en dehors. À 12 ans, on peut dire que les relations sociales se complexifient. Ou comme le dit Bibou, c'est plus juste, on va jouer ensemble, on se court après. En fait, moi je trouve cette formule extrêmement bien trouvée. Bref, donc d'un côté, un âge complexe, et de l'autre, la fin de l'école primaire et l'entrée dans un cycle secondaire qui lui aussi, objectivement, est plus compliqué. Tout ça pour dire que si la phobie scolaire peut se manifester à différents moments entre l'enfance et l'adolescence, elle connaît un pic de prévalence autour de 12 ans. L'autre point important abordé par Bibou, c'est celui des douleurs. Mal au ventre, c'est le plus fréquent, ou mal à la tête. Il s'agit de manifestations somatiques, donc bien réelles, ce ne sont pas des simulations. Ce sont des douleurs qui sont généralement une résultante de l'anxiété. Reprenons l'histoire de Bibou. Nous sommes en mars 2018. J'arrête complètement d'aller en cours, jusqu'à la fin de l'année. J'avais plus d'amis, j'avais plus de contact avec les autres gens. J'avais l'impression que les gens croyaient que j'étais bizarre. Même mes voisins, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent tous de moi ? Et puis j'avais honte, beaucoup. Ma mère, tous les matins, elle me réveille. Je pleure souvent. Oui, parce qu'en fait, je sais pas expliquer ce qui se passe. Moi, je me sens juste pas bien. Au début, mes parents, ils croient que peut-être j'ai un problème physique. Donc, je sais pas, un mal de dos, on va me faire des tests, des machins. J'ai même fait un IRM pour voir ce qui allait. Mais en fait, non, tout va bien. Et personne comprend. Puis on nous lâche pas, On nous envoie des lettres, on nous appelle. Souvent, ça nous appelle à la maison, quand moi je suis seul d'ailleurs. Donc moi je réponds pas. Personne répond. Ma mère, elle en peut plus. Puis en fait, moi, quand je suis à la maison, je joue. Donc ça, c'est un peu mal vu. Les gens vont se dire, mais est-ce qu'il va pas en cours justement parce qu'il a envie de jouer et qu'il a pas envie d'aller en cours ?
simplement. Quand Bibou dit qu'il joue, pour être précis, il joue aux jeux vidéo. Et la question de savoir s'il développe une addiction aux jeux vidéo est intéressante, voire même pertinente. Mais il ne semble pas avoir cette dépendance. Il joue pour le plaisir, ce qui est un signe positif. Et bien qu'il ait longtemps hésité à écouter notre épisode sur l'addiction aux jeux vidéo, en fait, l'épisode l'a plutôt rassuré. Donc, pas une addiction, mais du plaisir, c'est ce que les psys appelleraient un renforçateur positif du refus scolaire. Un renforçateur positif, c'est une récompense qui se manifeste suite à un comportement. Et cette récompense augmente la probabilité que ce comportement se reproduise à l'avenir. Cette notion de renforçateur est assez intéressante, parce qu'il peut aussi y avoir des renforçateurs négatifs, c'est-à-dire des situations désagréables qui vont entraîner un comportement pour éviter une situation. Typiquement, si la peur de l'école a pour conséquence pour l'enfant de ne plus pouvoir aller à l'école, c'est un évitement. Cette peur de l'école est un renforçateur négatif. Bon, reprenons le cours de l'histoire de Bibou. La fin de l'année scolaire 2017-2018, il l'a passé chez lui. Puis vient l'été. Les vacances d'été, tout se passe super bien. J'ai des bons moments avec mes amis. Mais je sais qu'en septembre, la vie va reprendre et qu'il faudra assumer. Il faudra revenir en cours. Donc en septembre, je reviens quelques jours, par-ci, par-là. Je vais pas tout le temps. Je remets un peu le pied. J'apprécie aussi apprendre un peu. Je renoue des liens, mais qui seront vite, on va dire, brisés par le fait qu'en fait, après quelques semaines, j'arrive déjà plus à venir, c'est déjà trop. Même si je viens à droite à gauche quelques jours, non, ça va pas, j'y arrive pas en fait. Physiquement, c'est pas possible. Bon, moi je me mets un peu là dans la peau des parents de Bibou. C'est quoi cette histoire de physiquement impossible ? Bien sûr que si, tu mets un pied devant l'autre, tu prends ton bus, tu vas à l'école, c'est quoi le problème au fond ? On va aller le demander à un psychiatre. Et d'abord, je vous ai parlé de refus scolaire anxieux, mais il faut savoir que la crainte ou l'impossibilité d'aller à l'école peut prendre plusieurs formes. Ce trouble a longtemps été nommé phobie scolaire, mais les critiques sont venues du fait que l'objet de la phobie n'était pas forcément l'école. Donc après, le refus scolaire anxieux, c'était pour spécifier que c'était par rapport à des troubles anxieux, anxiété de séparation, anxiété de performance, anxiété sociale. C'est un petit peu restrictif parce qu'il y a d'autres refus scolaires qui sont pas spécifiquement anxieux. Donc le terme de refus scolaire est un terme plus général et qui est aussi la limite de cette qualification, c'est-à-dire que ça recouvre des tableaux très variés. Laurent Holzer est pédopsychiatre et médecin directeur du secteur de psychiatrie pour enfants et adolescents du réseau fribourgeois de santé mentale. Grâce à lui, on vient de faire un grand coup de dézoomage pour passer du cas de Bibou au tableau général du refus scolaire. Et on découvre qu'en fait, des profils très différents aboutissent au refus scolaire. C'est peut-être pour ça que le refus scolaire n'est pas considéré comme un trouble dans les ouvrages de référence comme le DSM-5, le manuel des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, ou la CIM-11, la classification internationale des maladies de l'OMS. Le refus scolaire, c'est plutôt un symptôme. Donc, il y a plusieurs types d'anxiété qui peuvent provoquer un refus scolaire. Mais comme le dit Laurent Holzer, il y a aussi des refus scolaires qui ne sont pas liés à de l'anxiété préexistante. On peut citer par exemple les enfants qui ont vécu du harcèlement scolaire ou même des agressions. Là, on est plutôt dans l'univers du stress post-traumatique. Et puis, il y a des enfants qui ont des rythmes d'apprentissage atypiques, soit trop rapides, soit trop lents, pour qui, au fond, l'école n'est pas adaptée. Enfin, l'école n'est pas non plus toujours adaptée, même si beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens, aux enfants qui ont un trouble du développement, déficit d'attention ou du spectre de l'autisme. Voilà pourquoi le terme refus scolaire recouvre toutes sortes de réalités très différentes. Mais alors pour Bibou, c'est quoi le problème ? C'est la peur du regard des amis, la peur du regard des élèves dans ma classe, la peur de ceux qui ne me connaissent pas, de tout le monde en fait, de chaque personne qui me regarde, la peur de croiser la doyenne ou une autre personne de l'administration de l'école. Physiquement, c'est insoutenable, je tremble, j'ai de la peine à parler. Je sais pas, j'ai l'impression que sur le moment, je suis en train d'exploser. Je sais pas ce qui se passe, comme d'être dans un mauvais rêve, je me dis, j'ai envie de me réveiller, tout ça s'arrête. Un jour, comme ça, j'étais vraiment pas bien, je me sentais pas bien, j'étais en cours, j'avais réussi à venir en cours de français alors que c'était vraiment compliqué. Et puis je dis à la prof que ça va pas, que j'ai besoin de sortir, de prendre l'air, d'aller boire de l'eau aux toilettes, quoi que ce soit. Et elle me dit que non, faut arrêter de faire sa chochotte au bout d'un moment. Tout le monde stresse dans la vie et il faut arrêter de croire que je suis au-dessus des autres. Et c'est qu'après
que j'ai commencé à vraiment craquer physiquement, que tout le monde, que toute la classe, les 25 élèves aient remarqué que j'étais dans une détresse, qu'ils l'ont supplié que je puisse sortir, et qu'à ce moment-là, j'ai pu sortir pour 5 minutes. Certains mots sont particulièrement forts, le mot détresse et le mot peur notamment. Comme aujourd'hui Bibou a 18 ans et non plus 13, il est capable d'exprimer plus en détail son ressenti. J'ai peur du changement. J'aime pas le changement, ça me met mal, très mal. Le fait de changer d'école, le fait que tout change si vite et d'un coup, ça m'a dégoûté de tout, j'ai eu peur. Comme si j'étais une antilope dans la savane et que d'un coup on m'agresse. L'école, c'est les lions. A priori, même si je ne suis pas psy, j'ai l'impression que pour Bibou, on est vraiment face à une situation de trouble anxieux, avec notamment une phobie sociale qui s'est matérialisée dans ce refus scolaire. Bon, reprenons son année 2018. Il a donc 13 ans, c'est sa deuxième rentrée post-primaire et le refus scolaire est toujours présent. Mais il va se passer quelque chose, non ? Ouais, en décembre, je rencontre ma copine. Et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui, elle, allait en cours, mais qui, elle aussi, jouait aux jeux vidéo. Et puis, on a joué quelques temps, puis d'un moment, on s'est rencontrés, puis le courant est passé, puis ça m'a beaucoup aidé. Reprendre le lien avec un autre humain, montrer qu'en fait, elle ne me jugeait pas sur ce truc, que je ne vais pas en cours, et elle savait que, je faisais pas exprès, qu'elle comprenne ma souffrance, qu'elle mette des mots aussi sur certaines choses que je pouvais vivre, et simplement que je prenne l'air, en fait. Que je bouge, que je sorte de ma maison, que je fasse autre chose que de rester cloîtré chez moi. Alors je sais, vous allez finir par croire que je le fais exprès, que je cuisine les témoins jusqu'à ce qu'ils me racontent comment une rencontre amoureuse les a aidés. Alors ok, je suis sûrement un grand sentimental un peu fleur bleue, mais juré craché, Bibou m'a parlé de sa copine spontanément et certaines choses qu'il vient de dire me semblent très cohérentes. Elle comprend, elle met des mots, donc elle aide Bibou à en mettre sur ce qu'il vit, elle ne juge pas. Franchement, je crois entendre des principes qui s'appliquent dans certaines approches thérapeutiques. Comprendre, accepter la personne, reformuler, ne pas juger. Et puis, Bibou sort un peu, il sort de sa maison et il abandonne aussi cette vision négative de lui-même. De moi qui vais pas en cours, ou moi qui pleure, ou moi qui suis triste. Et avec elle, je pouvais juste dire tout ce qui allait, tout ce qui allait pas. Ça changeait rien à la relation, on jouait ensemble, il y avait pas besoin de réfléchir à l'école. L'école était là, l'école était horriblement stressante. Même à la maison, l'école était stressante. Mais avec elle, l'école, c'était pas le même sujet. C'était pas l'école. Je parlais pas de la même école avec elle et avec mes parents. Dans sa tête, Bibou va mieux. Beaucoup mieux même. Et alors tu vas nous dire que paf, grâce à l'amour, il est retourné à l'école, c'est ça ? Ah tiens, vous êtes là, vous ? Eh ouais. En fait, pas du tout. Il ne retourne pas à l'école et les mois passent. L'expérience nous montre que pour rescolariser un enfant qui a été déscolarisé par un refus scolaire, il faut quasiment autant de temps que le temps qu'il a manqué à l'école. Donc plus on intervient rapidement, plus on a des chances de lui permettre de réintégrer. Donc la précocité de l'intervention, alors ça paraît bizarre parce que c'est pas une urgence vitale, l'école peut paraître pas la priorité dans une vie ou sur un plan médical, mais dans la réalité, c'est une urgence. Pour Laurent Holzer, c'est une urgence. Mais ce point de vue n'est pas partagé par Bibou. En tout cas, pas à ce moment-là. Il va avoir 14 ans et à la fin de cette deuxième année scolaire post-primaire, il aura en 2 ans très peu fréquenté l'école. Laurent Holzer est notamment, je l'ai dit, directeur du secteur de psychiatrie pour enfants et adolescents du réseau fribourgeois de santé mentale. Il gère donc, pour le canton de Fribourg, les refus scolaires de manière résolue et structurée. On l'a dit, des tableaux très variés peuvent mener au refus scolaire, donc première étape, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas. Où est-ce que ça coince ? Qu'est-ce qui le dérange ? Qu'est-ce qui lui permet pas ? La définition, c'est l'impossibilité ou la difficulté à se rendre à l'école ou à y rester. Parce que certains parviennent à y aller, mais ils parviennent pas à y rester. Donc essayer de comprendre quels sont les déterminants, comment ça a commencé, les terrains prédisposants ou pas par rapport à des troubles anxieux, et puis de voir quelles vont être les pistes d'intervention. Alors elles peuvent être parfois au niveau des parents, elles peuvent être au niveau de l'enfant, prendre en charge son trouble anxieux, l'amener
se relaxer, technique de respiration, et puis de s'exposer progressivement à sa peur, en commençant par ce qui lui fait le moins peur, jusqu'à ce qui est le plus difficile pour lui. Là, Laurent Holzer fait référence à cette approche de l'habituation, qui s'oppose à l'évitement, qui est un peu un réflexe, hein, on évite ce qui nous fait peur. On en avait parlé dans notre épisode sur le trouble anxieux généralisé. S'habituer, ça veut dire s'exposer petit à petit et apprendre à laisser passer ou à accepter un moment de stress qui finalement va disparaître. Ce dont vient de nous parler Laurent Holzer, c'est le premier niveau d'intervention, donc en consultation ambulatoire avec ou sans les parents. Si ça suffit pas, on ajoute une équipe mobile. L'équipe mobile, elle aussi, va mettre des moyens d'accompagnement et de soutien pour cette reprise scolaire, qui vont aller le prendre chez lui et l'accompagner jusqu'à l'école, parfois même jusqu'en classe. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si ça ne suffit pas, c'est vrai que certains ont du mal à se rendre à l'école, mais acceptent l'idée de se rendre dans un lieu de soins, en hôpital de jour. Ils trouvent ça moins stressant et certains peuvent fréquenter l'hôpital de jour, ce qui est déjà un pas. Si l'hôpital de jour n'est pas possible, on a ensuite la possibilité d'hospitaliser un jeune. Maintenant, les critères d'hospitalisation sous contrainte sont plus larges, ce qui nous permet, y compris pour un refus scolaire qui n'est pas une urgence vitale ni une urgence absolue, de l'hospitaliser sous contrainte avec l'idée que la sortie se fera quand l'école aura pu être reprise, souvent depuis l'hôpital. Donc ça, c'est un levier fort pour que des enfants ou des adolescents reprennent leur scolarité. Quand tout ça, après, n'est pas possible ou que ça n'a pas marché, il reste en dernier recours, je pense, les internats scolaires, où là, quand on est en internat, donc on est sorti de son milieu familial pour être dans un internat scolaire, la question se pose moins d'aller à l'école puisqu'on y est déjà, on est déjà sur place. Mais ça, disons que ça, c'est la solution extrême. Voilà, on vient de découvrir la gradation des dispositifs que Laurent Holzer peut actionner pour rescolariser un enfant ou un adolescent dans le canton de Fribourg. Alors que va-t-il arriver à Bibou, qui lui est scolarisé à Genève ? Tout d'abord, il est important de rappeler que, du point de vue juridique, partout en Suisse, ce ne sont pas les enfants qui sont tenus responsables de leur absence à l'école, mais leurs parents, en tant que tuteurs légaux. Ces derniers sont chargés de veiller à l'assiduité scolaire de leur enfant. Donc concrètement, à Genève, c'est le service de protection des mineurs qui s'est intéressé au cas de Bibou. Ce service met notamment en œuvre des interventions socio-éducatives lorsque les parents rencontrent des difficultés à assumer leurs tâches éducatives. Et ça, c'est la formulation de la page d'accueil de ce service. Donc, ce sont bien les parents de Bibou qui vont être évalués pour arriver à la conclusion qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais que leur enfant n'arrive pas à aller à l'école. Alors, le service de protection des mineurs du canton de Genève propose à Bibou un suivi avec une psychiatre. C'est une personne qui était dans l'histoire, qui savait que je venais pas en cours, qui me parlait beaucoup, mais c'était tellement bizarre. Je devais expliquer que je vais pas bien, et on partait loin, hein, on partait dans beaucoup de sujets, mais jamais il y avait ce truc de je vais pas bien, donc il faut faire ci ou il faut faire ça. Pas vraiment d'aide, juste on m'écoute dire plein de choses, on me pose plein de questions et au final j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et je crois que c'est début 2019, on va me mettre sous sertraline, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un médicament qui, je vais être très franc, ne m'a pas fait ressentir une once de bien. Rien n'a changé à part que tous les jours je me sentais faible, je n'avais plus de force, je me sentais vidé. Et je ne savais même pas pourquoi il fallait prendre ce truc, mais ma psy avait dit, bon, il faut prendre ce médicament parce que ça va m'aider. Ça ne m'a pas aidé. Peut-être que ça aide des gens, hein, mais pas moi. Il s'agit en l'occurrence d'un médicament de la famille des ISRS, appelé aussi antidépresseur. Mais celui-ci a démontré son efficacité dans pas mal de troubles anxieux ou phobiques. Donc, sur le papier, ça n'était pas un mauvais choix. Mais la vraie vie est parfois complexe et comme on dit, la carte n'est pas le territoire. Donc, ce médicament n'aide pas Bibou. Et finalement, à sa 3e rentrée en cycle secondaire, en 2019, c'est une autre solution qui va être testée. En septembre 2019, je vais dans un hôpital de jour. On est quoi ? On est 4-5. Et ils ont entre 8 et 16 ans, je crois, à ce moment-là. Moi, j'ai 14 ans. Et puis, je me demande un peu, au début, mais qu'est-ce que je fous là ? Parce que c'était des personnes qui avaient des problèmes, on va dire, flagrants. C'est-à-dire qu'on voyait, en parlant 5 minutes avec eux, qu'il y avait un truc qui toquait pas
comme moi, on va dire. C'est-à-dire que c'était plus flagrant que moi, celui qui veut pas venir à l'école parce qu'il a mal au ventre. J'aime bien cette description assez naïve en fait de Bibou qui arrive à l'hôpital de jour, parce que j'ai l'impression qu'elle exprime sans filtre ce que chaque personne qui arrive dans une structure d'accueil psychiatrique ressent au départ. Oh là là, mais c'est pas possible, je suis tombée chez les dingues ici. En fait, on est confronté à ses propres clichés sur la santé mentale. Et surtout, on n'a vraiment pas envie d'être assimilé à cette population. Mais il doit y avoir une erreur, je n'ai rien à voir avec ces dingues. Ça, c'est le premier ressenti. Et souvent, cette première impression s'estompe. Rapidement, Bibou se rend compte que cet accueil lui fait du bien. Et pour des raisons très simples. Comme par exemple... revoir des gens. Comme avec ma copine, mais c'était une seule personne. Là, je devais revoir tout un groupe à chaque fois, avoir des liens avec eux. On fait plein de choses, on va au bowling, on parle avec des soignants qu'on doit vouvoyer. Première chose que je dois faire depuis l'école, mais quelque chose que j'ai adoré. Enfin, j'avais un contact avec eux qui était super. Je pouvais leur parler tout en ayant l'impression d'être vraiment plus qu'écouté. Plus que ma psy, c'est vraiment, je parlais comme un grand frère. Quelqu'un qui était là pour me poser des questions, qui s'intéressait à ce que je lui disais. Alors qu'en vrai, ça avait pas grand sens ce que je disais, mais c'était juste génial. Donc, l'expérience de l'hôpital de jour est très positive pour Bibou. Mais, en mars 2020, vous vous rappelez, Covid, confinement, tout s'arrête. Le rendez-vous quotidien de l'hôpital de jour devient virtuel, une visioconférence qui rapidement ennuie Bibou. Bibou est un gamer, on l'a dit, et il n'a pas besoin d'aide pour rencontrer des gens dans le monde virtuel, et il sait aussi que ça ne lui apporte pas le réconfort de vraies rencontres en présentiel, comme on dit maintenant. Mais Bibou a tout de même progressé durant ces mois d'hôpital de jour, ce qui fait qu'à la fin de l'été 2020, on lui fait une proposition. Ma pédiatre ou ma psy, je ne sais plus, me prescrit un emploi du temps à 50%. J'arrive à venir tous les matins en cours. Je suis fier de moi. Mes parents sont fiers de moi. Et même pendant les vacances de patates, donc en octobre, on en parle un peu en disant c'est trop cool, puis après on verra, ça va peut-être s'améliorer encore. Puis moi j'étais plein d'espoir, bien sûr, j'espère. Je retourne en novembre là-bas, ça se repasse encore bien. Puis à un moment il y a un rendez-vous qu'on appelle réseau avec ma psy, je crois qu'il y avait ma pédiatre, ma mère, mon père, la doyenne et la directrice de l'établissement. C'est un tribunal. Je le ressens comme ça sur le moment, c'est un tribunal. Parce que je sais ce qu'on va me demander. On va me demander de venir à 100%. Je sais que j'y arriverai pas. Et je sais qu'on me demande de faire un choix, mais qu'en fait, je n'ai pas le choix. On me dit, mais dis-nous ce que tu veux. Et je dis, mais ça ne sert à rien. Quoi que je vous dise, vous allez me faire venir à 100%. Et je n'y arriverai pas, et je vais me ressentir mal. Alors que là, ça se passe bien. J'ai bien dit tout ce que je pensais, mais ça n'a rien changé. Au final, on me dit que je vais devoir retourner à 100% dès décembre. Mais moi, je leur fais comprendre que j'y arriverai pas. Et j'ai essayé, je sais, un jour ou deux peut-être. Et j'arrivais pas non plus à concevoir le fait de désobéir au fait de venir à 100% et venir que à 50%, même si on m'a dit de faire 100%. Donc je ne suis plus revenu à l'école. Donc, de décembre 2020 à l'été 2021, Bibou n'est pas allé à l'école. On passe directement à la rentrée suivante, on est en 2021, Bibou a 16 ans, il n'en a pas fini avec l'école obligatoire, puisque dans le canton de Genève, la formation obligatoire, c'est jusqu'à 18 ans. Durant l'été 2021, j'ai eu un rendez-vous pour l'école qu'on m'a désignée. Ça s'appelle le CFPP, le Centre de Formation Pré-Professionnelle. Je n'avais pas envie d'y mettre les pieds et je ne savais pas ce que c'était. Mais un gentil monsieur qui s'occupe d'une classe pour personnes en décrochage m'a bien fait comprendre qu'en fait, ça allait aller bien, que j'allais pas devoir aller à l'école 5 jours par semaine, mais seulement 2, et que pour quelques heures, et que c'était là pour que je puisse reprendre, et finalement peut-être en finir avec tous ces cauchemars. Et ce monsieur m'a plus qu'aidé. Il m'a fait reprendre les cours dès septembre. C'était pas grand-chose, mais je ressortais de chez moi, je revoyais des gens avec qui je parlais pas, mais je les voyais. Je parlais avec mon prof, je lui parlais de mes difficultés, de mes peurs, de plein de choses, j'arrive pas à parler. Avec vous, monsieur le prof, j'arrive pas à vous parler, j'arrive pas à vous poser des questions, j'arrive pas à faire les cours parce que j'ai peur de faire faux, j'ai juste, en fait, l'école me fait trop peur, même les cours, c'est pas faisable. Et
avec le temps, beaucoup de discussions avec lui, de beaucoup d'appels aussi quand je venais pas, j'ai commencé à vraiment me dire, mais en fait, c'est possible. C'est possible de reprendre pied là-dedans. C'est possible de au moins faire ce qu'on me demande et de le faire par moi-même. Pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai envie de le faire. Dingue, non ? Finalement, après l'échec de plein d'approches, notamment médicamenteuses, c'est une classe spécialisée et un enseignant bien inspiré qui a permis à Bibou de reprendre pied. Peut-être qu'un jour, on pourra s'intéresser au rôle des enseignants face aux troubles psy en général et à la phobie scolaire en particulier, mais en tout cas, je trouve ce dénouement assez inattendu. J'ai voulu comprendre ce que cet enseignant avait utilisé comme truc pour aider Bibou. Il m'a challengé, mais sans me mettre mal. Par exemple, à des moments on parlait, puis il laissait un moment de blanc. Pourquoi, je sais pas, mais je lui ai demandé un jour, pourquoi vous laissez un moment de blanc à chaque fois qu'on parle et que vous me regardez fixement ? En fait, c'était pour me mettre mal à l'aise et que je puisse réagir à des situations que je n'aime pas du tout. J'aime pas être mal à l'aise, j'aime pas qu'il y ait un blanc. Mais en fait, le fait que lui le fasse, ça m'a fait comprendre aussi que c'est pas si grave. En fait, ça va, je suis pas mort. J'ai réussi à survivre à une interaction sociale déplaisante. C'est des petites choses comme ça qui font que j'ai pu me dire que c'était possible. Il m'a montré que c'était pas impossible de me challenger sans non plus que je parte mal. C'est intéressant parce qu'on retrouve ici le concept d'habituation dont on parlait au début de cet épisode. Cette habituation qui permet de réduire progressivement son anxiété en se confrontant à ses peurs de manière contrôlée. Et de ce que j'ai compris à travers les propos de Bibou, de manière bienveillante. Du coup, une alliance s'est créée entre cet enseignant et Bibou et il a trouvé en lui les ressources pour, par exemple, être confronté à une relation sociale déplaisante. Bibou a retrouvé, à temps partiel, c'est vrai, le chemin de l'école. Et c'est très important en fait. Imaginez que l'adolescence est une période sensible aux critiques sur le plan cérébral pour la socialisation, qu'on peut appeler la socialisation secondaire par rapport à la socialisation primaire de l'enfance où ils apprennent beaucoup par imitation, par injonction. Il dit bonjour à la dame, lève la main avant de parler. Tous ces éléments de socialisation très explicites le sont beaucoup moins à l'adolescence où il faut pouvoir interagir et comprendre le non-verbal, comprendre ce qui se joue dans la relation, comprendre le second degré. Tout ça, c'est déterminant pour pouvoir naviguer dans un monde social qui se complexifie à l'adolescence et puis rester chez soi parce qu'on a peur des relations, des interactions avec les autres. Eh bien, tous ces apprentissages vont pas se faire. Alors, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se faire plus tard, mais si c'est bien une période sensible aux critiques pour la socialisation, si ça se fait plus tard, ça sera avec beaucoup plus d'efforts qu'ils y parviendront. Il faudra mettre beaucoup plus d'énergie pour des résultats pas forcément aussi brillants que s'ils se font pendant la période dévolue à cette socialisation secondaire entre les jeunes. Aujourd'hui, Bibou a 18 ans. Il n'est donc plus obligé légalement de suivre une formation. Mais il projette d'intégrer une école d'art. Est-il prêt, actuellement, à être scolarisé à 100%? En fait, comment expliquer ? 50%, je suis sûr que je le ferai. Plus, j'ai toujours de la peine. Je sais pas. Ça, je le vois avec ma psy en ce moment. J'en ai une nouvelle, heureusement, depuis un bon bout de temps. Peut-être que je vais faire des tests pour un TSA. Et elle me dit que ça serait bien de voir tout ça pour peut-être avoir des aides à la formation et avoir une formation qui est adaptée. S'il n'y a pas un cadre vraiment adapté à mes difficultés, je sens que ça peut quand même repartir dans des choses difficiles. Des tests pour un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du développement qu'on avait, si vous vous rappelez du début de cet épisode, mis dans les causes possibles du refus scolaire. Avant d'en venir au point positif que Bibou retire de cette expérience, j'avais envie de me mettre de l'autre côté de la barrière, du côté des parents. Comment réagir quand un enfant ne veut plus aller à l'école ? C'est pas évident, non ? Dans les cas, je dirais, légers, l'attitude ferme des parents va traiter le trouble en lui-même. C'est-à-dire que la peur qu'il avait, à force d'y retourner, même s'il a mal au ventre, va s'apercevoir que c'est gérable et que sa place est à l'école et pas à la maison à se plaindre. Inversement, les autres qui sont un peu plus récalcitrants, parce que ça peut être des scènes invraisemblables, c'est très impressionnant pour des parents de voir dans quel état peuvent se mettre leurs enfants
le lundi matin, alors qu'il était très bien le dimanche, samedi, dimanche, le week-end, souriant. Donc oui, pour cela, il ne s'agit pas de minimiser. Je pense que ça vaut la peine de commencer par voir le pédiatre et s'assurer qu'il n'a pas une gastro-entérite ou une appendicite ou un problème aigu, et qu'ensuite, si c'est pas le cas, que les choses ne tardent pas pour qu'une consultation avec un professionnel de la pédopsychiatrie puisse avoir lieu rapidement. Reste à se poser la question rituelle des effets secondaires positifs de nos dingueries. Est-ce que Bibou tire de son long refus scolaire anxieux du positif? J'ai su être autodidacte. J'ai appris des choses par moi-même. Par exemple, j'ai appris l'anglais. J'ai appris aussi un peu à dessiner. Je ne l'ai pas fait avec un cadre scolaire. Je tire de positif toute cette histoire que j'ai vraiment confiance en moi. J'ai confiance en mes compétences et je sais ce que je peux et ce que je peux pas faire. Je sais où sont mes limites. Et je sais qu'il faut pas spécialement les dépasser. Peut-être un peu, mais pas trop. Mais si ça foire, c'est pas grave. J'ai le droit aussi d'échouer là. Et c'est l'ultime chapitre de Dingue, le moment de nos échanges, toujours nourris sur dingue@rts.ch et sur WhatsApp au 076 517 0039 par texte ou par audio. Il y a 15 jours, nous parlions de la CNEP, la crise non épileptique psychogène avec Auréa, et parmi les retours qui m'ont le plus réjoui, je citerai simplement celui d'Ania qui nous dit « C'est fou, même avec un sujet comme la CNEP que je ne connais pas, vous arrivez à placer des trucs qui me parlent. Bravo ». Elle cite entre autres le MDR et le safe space de l'hypnose. Merci à Ania, parce que je vous avoue que quand on traite de sujets pointus ou rares comme la CNEP, on imagine, on craint un peu, à vrai dire, qu'intuitivement une partie des auditeurs et auditrices se disent « Ouh là là, mais ça nous concerne pas du tout ce truc ». Sauf que si on a décidé d'en parler, c'est que justement, nous, on est convaincus qu'à l'inverse, il y a 1001 éléments qui concernent beaucoup de monde, même dans un trouble que l'on croit rare, et qui n'est d'ailleurs peut-être pas tant que ça. À ce propos, vous vous rappelez peut-être que cet épisode sur la CNEP se terminait avec un constat. Auréa n'avait plus eu de crise depuis plus d'1 an. Mais on a enregistré le témoignage d'Auréa avant l'été. Elle terminait alors l'école de culture générale et à cette rentrée, elle s'est inscrite à une maturité spécialisée santé. Elle a préparé un petit texte pour nous en parler. La reprise de l'année scolaire a entraîné de nouvelles crises, certainement liées au stress et aux écrans, car dans mon cas, les écrans entraînent les crises. Avec l'aide de l'infirmière scolaire et du service informatique de l'école, on a commencé à mettre en place des zones protégées et des écrans adaptés. Je n'ai pas caché mes problèmes à mes codisciples et aux professeurs, ce qui m'a permis d'avoir des solutions pour éviter les beamers toute la journée. Depuis la mise en place de cette aide, je n'ai pas fait de nouvelles crises. Voilà, je trouvais tout de même important de savoir comment s'était passée cette rentrée pour Auréa, comprendre qu'une rechute est possible, qu'elle n'est pas forcément dramatique et qu'elle peut aussi n'être que passagère. Ça illustre bien ce fameux parcours de rétablissement tellement important quand on parle de troubles mentaux qui rarement disparaissent, à vrai dire, comme un bon rhume. Bon, sinon vous nous proposez aussi toujours des sujets intéressants, mais pour lesquels on n'a pas forcément de témoins, comme certaines manies, l'érotomanie ou la kleptomanie, qui n'ont pas grand-chose en commun d'ailleurs. On nous propose aussi de parler du syndrome du voyageur. Donc si vous vivez avec ces troubles, ou si l'une de vos connaissances vit avec ces troubles, des amis, voire même des ennemis, faites-nous signe sur dingue@rts.ch ou par WhatsApp au 076 517 0039. Notre prochain épisode sera consacré à la rechute dépressive avec le témoignage fort de Sandro. Ce sera dans 15 jours. D'ici là, ayez une vie dingue.